L'un des principaux problèmes du Bangladesh, c'est le manque d'équipements sanitaires. Germes, virus, bactéries et microbes se répandent donc dans la nature. L'eau et la nourriture en sont infestées. Manger ou boire peut alors devenir dangereux. Au Bangladesh, le problème numéro un, c'est le problème de population. Il y a 120 millions d'habitants sur un endroit qui est grand comme l'Auvergne. Le problème numéro 2, c'est la population, et le problème numéro 3, c'est la population. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une concentration de gens dans ce tout petit pays qui est énorme. Et puis, quand UNICEF a fait des modélisations d'accroissement de population dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, en l'an 2098, ici, il y aura autant de population, il y aura autant de gens au Bangladesh qu'il y en a actuellement en Chine. Bien sûr, quand on a beaucoup de population comme ça, on épuise les ressources. Et si on épuise les ressources, eh bien on génère de nouvelles maladies. Quelques exemples tout simples, ceux qui ont attrait à l'environnement. Il y avait des nouveaux cas de rachitisme depuis 12 ans dans une région du Bangladesh. Et ces cas de rachitisme, curieusement, ne sont pas dus au manque de vitamine D. Vraisemblablement, c'est dû au manque de calcium dans la nourriture, dans le lait de la mer, dans le lait des vaches, dans la viande, etc. Il y a une utilisation trop fréquente des sols. Ce qui fait que le calcium sédimente, et puis ne se retrouve plus dans les plantes. Il y a un nouveau virus du choléra qui est né ici en 93. On obtient des nouvelles maladies dans ce pays, c'est épouvantable, mais enfin c'est comme ça. Le docteur Éric Laroche parcourt le monde pour l'UNICEF depuis 1978. Après le Tchad, le Népal et la Birmanie, cet éternel nomade a posé sa trousse de médecins au Bangladesh il y a maintenant 3 ans. Sa mission est de mettre en place les programmes de santé et de nutrition. Tu leur demandes s'ils ont du sel et si le sel contient de l'iode ou pas. Oui, elle dit, elle connaît le meilleur, c'est avec des... Alors on va regarder. Si c'est meilleur, ça tourne au bleu. Hein. Demande-lui si elle sait pourquoi elle a acheté ça. Ou est-ce que c'est par hasard. J'ai demandé où elle a appris que c'est bien. Elle a dit, tout le monde dit que c'est bien. On s'est aperçu que 70% de la population ici avait une carence en iode. Si on est carencé en iode pendant la grossesse, on peut avoir des enfants complètement malformés, on peut avoir des enfants qui meurent à la naissance, on peut avoir des avortements, mais on peut aussi avoir des crétins. Actuellement, on est en train de travailler justement sur tout cet aspect de communication par différents canaux pour faire en sorte que les gens vont comprendre l'intérêt du sel iodé. Alors on a passé une loi aussi ici qui oblige toutes les manufactures, les raffineries de sel à produire du sel que iodé. Et toi tu vois, ça c'est une pompe, une tarapompe, c'est une pompe UNICEF, c'est un système d'aspiration un peu spécial, c'est quelque chose qu'on a inventé. La densité de population du Bangladesh est d'environ 800 habitants au kilomètre carré, ce qui laisse bien peu d'espace à chaque être humain de ce pays pour vivre, manger, dormir, travailler et mourir. Comme toutes les capitales, Dhaka est un aimant pour des millions de Bangladeshis qui rêvent de vie meilleure. En fait, la plupart d'entre eux aboutira ici, dans les bidonvilles. Ils sont 2 millions à s'agglutiner dans ces égouts à ciel ouvert, un tiers de la ville. Les bidonvilles, c'est un lieu de passage. Un lieu de passage qui peut durer quelques années, mais enfin, par définition, c'est un lieu de passage du rural à l'urbain. Ici, on a construit des rigoles, on aide les gens à gagner un petit peu d'argent en ayant des petites activités annexes. Alors, quand on organise des bidonvilles comme ça, finalement, les populations restent ici, les gens vivent ici, parce qu'ils s'y trouvent pas trop mal. Ça ne veut pas dire que leurs conditions ont changé. Et alors, donc, en fait, pour nous, c'est plutôt un échec. On voudrait que ces populations-là finissent par avoir une vie un peu plus décente. Non pas en restant ici, mais en ayant accès à une vie normale. Un enfant sur 5 ne va pas arriver à son premier anniversaire. Un enfant sur 5. C'est quand même gros. Donc il va mourir avant 1 an. Et il va mourir de quoi? La plupart du temps, c'est diarrhée et pneumonie. Et tout ça dû à la malnutrition en général. Le seul endroit où ça puisse germer, c'est dans le peu de terre qu'il y a ici.
Et les concombres et autres courges vont donc pousser sur le toit des maisons. C'est la seule surface qui soit disponible, malheureusement. Ils ont tous été vaccinés ici. Voilà, encore un de plus. Oui, encore un. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire en sorte que tous ces enfants-là sachent lire et écrire d'abord. Ça va changer la vie de ces enfants. Deux, qu'ils aient le minimum de soins à l'intérieur du bidonville. Alors, ça va être des soins qui vont être dispensés par des gens comme ça, qu'on va former, qu'on va prendre du bidonville, qu'on va former à donner le minimum de ce qu'ils peuvent. Et surtout, on va les former de façon à ce qu'ils sachent prendre un enfant qui est malade, l'emmener à un médecin local qui va prendre soin de lui. Et s'il ne peut pas prendre soin de lui, l'emmener à l'hôpital et faire en sorte qu'il sera soigné et non pas rejeté. Vous n'éprouvez pas de temps en temps un petit sentiment d'impuissance face à l'emploi de la tâche? Faut croire. Il faut croire et après, si on croit en quelque chose, on va le voir. Et si on attend de voir pour croire, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est une espèce de principe de base. Sinon, on rentre chez soi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait, qui viennent ici pour tout changer et puis ils s'aperçoivent que ça prend du temps, et dès qu'on change quelque chose, on recrée quelque chose. Et puis, et finalement, c'est ça la vie. Hein. Sur les processus de développement, c'est un petit peu ça. Ceci dit, il faut aussi s'accrocher aux résultats. Moi, je crois qu'il faut... Si on croit qu'on va tout changer, on ne va pas se faire plaisir. Si on se prend des petites choses et qu'on fait en sorte que ces petites choses-là, on va les atteindre et on va les faire, eh bien, ça fait toujours des petits plus qui nous font plaisir et puis ça nous permet d'aller de l'avant. Et on finit par faire des grandes choses. Dans l'hôpital de Manikganj se trouve la maternité la mieux équipée de la région. C'est un peu la cour des miracles, mais c'est quand même ce qu'on peut offrir de mieux pour 2 millions d'habitants dans ce pays. Elle a accouché il y a 12 jours à la maison de ce petit bébé qui va très bien, mais c'est la maman qui va pas bien. Elle a commencé à faire une fièvre après avoir accouché et elle était très anémique, donc elle est arrivée ici ce matin. Il n'y avait pas de place sur les lits, donc on l'a mise par terre. Et grâce au système de don de sang qu'on a mis en place avec ce projet UNICEF, elle reçoit maintenant du sang pour corriger son anémie. Donc elle va rester ici pendant quelques jours et ils vont pouvoir repartir tranquillement à la maison. Et sinon, en d'autres cas, elle serait morte chez elle au village. J'ai accouché à la maison. C'est une femme du village qui m'a aidée. Elle a accouché d'un tout petit poids parce que la petite fille a fait 1,1 kg à peu près. Elle n'a jamais essayé de le faire téter. Et donc là, on a essayé, j'ai insisté. Et l'enfant tète. Hein. Là, c'est une victoire. Là. La chose la plus importante, c'est qu'il reste au chaud. C'est exactement. Et donc il faut le couvrir et il faut essayer de le maintenir au chaud le plus possible. Si on les met dans des incubateurs, hein, dans des couveuses, comme on le ferait en France, la couveuse ici tombera en panne parce qu'il y a des pannes d'électricité toutes les 5 minutes. La couveuse serait un nid de germes, donc l'enfant serait infecté. Donc la couveuse, c'est quelque chose dont on ne se sert pas ici. Donc on essaie de trouver des méthodes simples pour limiter les dégâts. Pour l'instant, on l'a nourri avec le lait de la mère. Le bébé à côté, qu'est-ce qui se passe là? Oh, lui, il est en train de mourir, là. Ça, c'est clair. La mère ne réalise pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait le sauver à l'heure actuelle? Je crois qu'il est malheureusement arrivé un peu tard. Il était déjà en train de faire ses gaspes. Là, on ne peut pas faire mieux que ça à ce niveau-ci. Faire désobstruer, donner de l'oxygène. Et puis, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est une vraie réanimation. Mais là, on n'a pas les moyens dans des pays comme ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on se sent dans ces cas-là? On a tous ces mécanismes de défense, hein. Tout médecin d'ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs, on a tous un mécanisme de défense. Et je crois que les mécanismes sont différents selon les gens. Moi, je crois que on pleure tous, hein. On n'est pas les bêtes. Moi, je cours 10 km par jour. J'ai recommencé à jouer de la guitare, ça me vide la tête, c'est bien.
au niveau de toute la famille? Est-ce que ça pose des problèmes d'organisation? Il n'y a pas trop d'activités en dehors du travail. Pour les week-ends, par exemple, on ne peut pas sortir. Dès qu'on sort quelque part, il y a 150 personnes autour de nous. C'est difficile de sortir de la ville parce que ça prend des heures et des heures. La route est extrêmement dangereuse. C'est une vie un petit peu compressée. Vous n'avez jamais eu peur pour votre famille, pour vos enfants? Parce que c'est des pays qui ne sont pas toujours très stables quand même. Donc... On a eu deux années vraiment difficiles, avec des morts tous les jours dans la rue pendant les derniers mois. Et on a eu une période, par exemple, où pendant 3 semaines, il a fallu mettre tout le bureau ici. On n'avait pas le droit de sortir, on avait encore accès au téléphone quand même. On a toujours peur d'une explosion. En Asie, la température monte, et puis rien ne se passe, et puis tout d'un coup, tout explose. Et quand ça explose, ça fait vraiment très mal. Et donc, pour vos enfants, pour votre famille, vous n'êtes jamais dit à un moment, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'il serait pas mieux ailleurs? On a eu des périodes, pour les enfants, on a eu des périodes parfois très très difficiles. Je me suis retrouvé une fois j'avais mon enfant, mon deuxième, qui était un nouveau-né, j'avais dans mes bras, j'étais sur le bord d'un fleuve, et c'était en Afrique. Et on était avec des amis. J'étais un petit peu à l'écart pour essayer de l'endormir. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui m'a mis un canon c'était un soldat d'ailleurs, qui m'a mis un canon de fusil dans le dos. Il m'a dit « Oh les mains ». Je dis « Attends, je vais poser mon enfant par terre ». Et il dit non. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant une seconde, je me suis dit je vais lever un petit peu l'enfant de façon à ce que si la balle passe, il ne soit pas tué en même temps, quoi. Mais on a eu plusieurs expériences comme ça, même avec ma femme. On est sortis tout d'un coup en catastrophe de la voiture, en faisant comme ça, mais vraiment en tremblant comme des fous. Oui, ça fait partie pas des risques du métier, mais enfin des environnements dans lesquels on travaille. Mais enfin, en France, il y a d'autres problèmes aussi. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui viennent travailler au Bangladesh, c'est parce que c'est un petit peu le laboratoire du développement ici. Malheureusement, il y a tellement de choses qui se passent, mais il y a aussi une grande liberté d'action. Le gouvernement, les Bangladeshis, les ONG sont très très ouvertes aux nouvelles méthodes, aux initiatives, à la recherche, au développement des projets. C'était seulement ce qu'on avait comme tout. T'as lu les articles que j'ai... Oui, alors ça, je pense que... So this is the ORT communication package that we have developed, and I'm going to present it to you and show you the different segments of the ORT communication package. This bag can be transformed into a kind of table that you put either on the ground or on a table in order to create a climate of demonstration and promotion. This is something which is a little bit special. It's a way to create a climate of a festive climate. It's a banner that we can hang between 2 trees. Yes, great. At the time of the demonstration, and so that people will have all messages on ORT and rehydration. L'un des principaux problèmes du Bangladesh, c'est le manque d'équipements sanitaires. Seulement 45% de la population a accès à des toilettes. Germes, virus, bactéries et microbes se répandent donc dans la nature. L'eau et la nourriture en sont infestées. Manger ou boire peut alors devenir dangereux. C'est la raison pour laquelle l'UNICEF organise des campagnes d'information pour lutter contre la première cause de mortalité infantile, la diarrhée. C'est pas la diarrhée en elle-même, c'est la déshydratation qui est due à la diarrhée. La perte d'eau qui n'est pas compensée crée un climat de déshydratation qui n'est pas tenable pour l'enfant et l'enfant meurt. Il faut que les parents, à la maison, sachent quoi faire. Continue. Voilà. Et on voit que l'enfant ne maigrit pas. Alors ça, c'est très simple. Ça consiste à dire un enfant qui a la diarrhée perd de l'eau. La première chose à faire, il faut lui remplacer l'eau. L'eau ne passe dans le corps que s'il y a du sel dans l'eau. Donc il faut mettre un peu de sel dans l'eau. Mais le sel ne passe dans le corps aussi que s'il y a du sucre qui alimente une pompe qui va faire passer le sel dans le corps. Grosso modo, si on prend du sel, de l'eau et du sucre, qu'on mélange tout ça dans des proportions scientifiques respectées, eh bien l'enfant va se réhydrater très très vite.
Elle a déjà eu à soigner des enfants avec des diarrhées? Oui, elle avait des enfants qui ont eu le diabète. Et aussi, en même temps, pas seulement son enfant était soigné, elle a aussi donné des conseils aux autres qui ont fait pareil. Pour véhiculer ces messages, Eric développe des programmes qui mobilisent tous les moyens de communication possibles. Les maîtresses d'école, les postiers, les chefs de village, les scouts, le gouvernement, les leaders religieux, l'affichage dans tous les lieux publics de textes, mais aussi de dessins pour ceux qui ne savent pas lire. Ainsi, les informations sur les sels de réhydratation, l'hygiène, la vaccination sont répétées, martelées, pour que tout le monde sache et pratique les gestes qui sauvent. Le problème de tout ça, c'est d'arriver à atteindre les femmes. Les femmes n'ont pas le droit de sortir de la maison. En tout cas, n'ont pas le droit de sortir du groupe de maisons dans lequel elles habitent. Ce qui fait que si on veut voir les femmes, si on veut les examiner, si on veut examiner leurs enfants, ben, il faut aller les voir. Donc, on doit demander à chaque village de s'organiser et de faire en sorte qu'une personne dans le village allait se décider à mettre sa propre maison à la disposition une fois par mois pour la vaccination à la disposition du village. Donc il y a à peu près 108 000 sites comme ça au Bangladesh où une fois par mois il se passe quelque chose. Alors ça a commencé avec la vaccination et donc il y a à peu près 40 enfants par village qui doivent venir tous les mois pour recevoir cette vaccination. Okay, you have that. Okay, ici. Okay. And not many inside, huh? এটা হলো ভিটামিন এ এই ভিটামিন এ খেলে বাচ্চার ভিটামিনের অভাবে বুঝছেন কি প্লাহান খাইবো এম বেশি কিনছে Quand on a vu que ça marchait très bien, on est parti de 2% de couverture vaccinale en 87 et maintenant on est à plus de 95% de couverture vaccinale qui est un vrai miracle dans ce pays. Quand on a vu que ça marchait très bien, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser ce système de distribution pour apporter d'autres choses. On introduit maintenant le planning familial, on introduit aussi des surveillances de la grossesse. On met en place un espèce de paquet de choses essentielles qui ne sont pas dans un hôpital, qui ne sont pas faits avec des gens extrêmement pointus, mais qui sont essentiels à la survie un petit peu de l'enfant et de la mère. Yes? Yes. À la maternité de Manikganj, un bébé et sa mère viennent d'être sauvés malgré un accouchement difficile, grâce justement à ce paquet de choses essentielles. C'est l'occasion rêvée pour le docteur Laroche de vérifier l'efficacité des méthodes qu'il met en place. Il y a un an, encore dans cet hôpital, il n'y avait pas ce programme d'UNICEF qu'on a mis en place sur la mortalité maternelle. Ça veut dire que personne ici dans cet hôpital qui dessert 2 millions d'habitants n'est capable de faire une césarienne. 1. 2, il n'y avait pas de médicaments adéquats pour prendre en soin des problèmes obstétricaux. 3, il n'y avait pas les instruments. Donc on a amené tout ça ici. Alors, il y a un an, l'enfant ici et la mère seraient morts. Pour le même cas, avec le bras qui sort, ça c'était fichu. Maintenant, ils sont mis en place, donc l'enfant va très bien, il n'y a aucun problème. La mère a l'air d'être un peu fatiguée, mais il n'y a aucun problème non plus. Elle est anémique, donc il va falloir qu'elle mange bien et puis elle va s'en sortir sans problème. C'est une histoire heureuse. Moi, je suis venu voir un petit peu jusqu'au niveau de la famille où était Maleka à l'hôpital tout à l'heure, si le système qu'UNICEF a mis en place marche. Et alors, je vois que ça marchait parfaitement. So this is his place, right? Can you tell us about the story of that emergency? আপনি আমাকে বলেন অবস্থা একটু বলেন আমি ওনাদেরকে বলবো Cette famille-là avait eu 2 fois cette histoire d'enfant mort-né. Cette fois-ci, c'était donc la 3e fois qu'il se passait quelque chose. Et donc, le père a commencé à demander autour de lui ce qu'il fallait faire. Donc, la première chose qu'il a faite, il a été voir la coucheuse traditionnelle qui lui a dit d'aller voir l'agent de santé qui, lui, a été formé comme par hasard il y a exactement un mois. Quand je suis passé ici, je suis passé pour la formation il y a un mois. Donc, il lui a tout de suite dit, il faut absolument que tu prennes ton rickshaw et que tu emmènes ta femme à l'hôpital. Le petit bébé va bien, c'est un petit garçon et tout le monde est très content. Il n'arrête pas de répéter qu'il est absolument ravi et je crois qu'on peut le comprendre après ces 2 échecs précédents. Very much, shukran.
Ouais. Bye bye. Thank you. Qu'est-ce qui vous attire finalement dans tous ces pays, le Népal, la Birmanie, le Bangladesh Ce qui m'attire dans tous ces pays. Vous êtes venu volontaire quand même. Question à $100 000, ça. Je crois que j'essaie de comprendre comment tout ça marche, comment l'homme marche. Ouais, vraiment, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir, par exemple, travailler sur tous les continents. Et ça a été un des facteurs pour lesquels j'avais choisi, par exemple, UNICEF plutôt qu'une autre organisation. Parce qu'avec UNICEF, on peut aller dans 130 pays du monde. On peut parler des langues différentes. On peut travailler en espagnol, en chinois, en français, en anglais. Et ça m'intéresse. Je crois que le jour où j'aurai fini de faire le tour, je pourrais mourir, quoi.